Alors, aujourd'hui, en fait, on va commencer le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Et ça sera juste une introduction qualitative. Alors, aujourd'hui, en fait, dans ce cours, je vais vous expliquer l'intuition derrière les réseaux de neurones. Je pense que tout le monde maintenant parle de deep learning, deep learning, deep learning, de l'intelligence artificielle et tout. C'est disons, c'est un domaine très à la mode et c'est un domaine aussi promoteur. Voilà. Donc, je vais commencer par vous expliquer, comme je disais, l'intuition derrière un réseau de neurones. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un seul neurone, hein, qu'est-ce que c'est un seul neurone. Puis, on va passer après au réseau de neurones artificiels à plusieurs couches cachées, c'est-à-dire deep learning, d'accord? Puis, à la fin, j'espère, on attaquera le problème du désaxement des clients avec un réseau de neurones artificiels profond, c'est-à-dire avec une architecture ANN, Artificial Neural Network. Bon, enfin, si vous voulez trouver l'algorithme qui permet d'implémenter ce réseau de neurones artificiels, il suffit de regarder la page numéro 2, hein, enfin le slide numéro 2 de la présentation. Sinon, ce que je vais exposer après, ce n'est que l'explication de l'algorithme exposé dans le slide numéro 2. Finalement, si toi tu veux implémenter un réseau de neurones ANN, eh ben, il suffit que tu suives le slide numéro 2. Voilà, donc à la fin de la journée, voilà à quoi ressemble un réseau de neurones profond. C'est-à-dire, au début, ici, au départ, c'est-à-dire, là, je pars de gauche à droite, hein, de gauche à droite. À gauche, j'ai la couche d'entrée. J'ai une couche d'entrée. On dit aussi input layer. Donc, déjà, ça vous rappelle quoi ce schéma? En fait, ça vous rappelle normalement un graphe. Si vous avez étudié la théorie des graphes, ça vous rappelle un graphe. Qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe est un ensemble des nœuds, d'accord? Et des relations entre les différents nœuds. Donc ici, par exemple, on trouve un arc. C'est une relation qui va de gauche à droite, hein, du nœud qui se trouve à gauche vers le nœud qui se trouve à droite. Je vous rappelle que dans un graphe, on trouve des nœuds, voilà. On trouve des arcs quand la relation va dans un seul sens, ou bien des arêtes. Ici, en deep learning, on ne parle pas d'arêtes, on travaille surtout avec des arcs. Et là, j'ai envie quand même de vous dire que l'esprit des graphes maintenant devient dominant. On trouve ça, par exemple, en base de données, avec les graph database, comme Neo4j, par exemple. Et maintenant, on trouve ça aussi en deep learning. Donc, le monde, apparemment, les graphes permettent de représenter le monde d'une manière plus adéquate. D'accord? Donc, un réseau de neurones contient une couche d'entrée, bon, c'est ici représenté à gauche, et une couche de sortie. Cette couche se trouve ici à droite. Donc, une couche de sortie, ou bien output layer, peut contenir un seul nœud, ou bien elle peut contenir plusieurs nœuds. Donc, une couche de sortie, une couche d'entrée, et puis à l'intérieur, nous avons plusieurs couches. Voilà, plusieurs couches. Toute l'ingéniosité en deep learning consiste à choisir correctement l'architecture de ces couches cachées.
Qu'est-ce que ça veut dire, architecture des couches cachées? C'est-à-dire le nombre de couches. Là, nous avons combien de couches cachées? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 couches cachées. D'accord? Nous avons combien de neurones dans chaque couche? Nous avons 5 neurones. 5 neurones par couche. Donc, chaque couche possède le même nombre de neurones. On peut avoir des réseaux de neurones profonds ayant par exemple, un nombre plus faible de couches cachées, ou bien un nombre plus grand, ou bien un nombre plus grand de neurones, ou bien un nombre qui varie de neurones. Voilà, donc toute l'ingéniosité se trouve ici, dans cette couche, dans cette partie cachée, hidden layer. Allez, afin de vous expliquer cette architecture compliquée, on va commencer par l'édifice, par le constituant le plus simple de cette architecture, ce qui est un seul neurone. Allez, on va commencer notre cours. Qu'est-ce qu'un neurone artificiel? Je vais commencer par le neurone artificiel, puis je vais passer aux fonctions d'activation, puis je vais répondre à cette question, comment fonctionne un réseau de neurones artificiels? Notion de neurones artificiels. Quand on vous dit neurone, eh ben, ça vous inspire quoi? Techniquement, apparemment, il y a une question en fait. Bon, Riyad Dabar m'a dit bonjour. Examen QCM, monsieur. Oui, c'est un examen. Enfin, après, on est en train de réfléchir. Hein. Est-ce que l'examen, c'est-à-dire va être sur papier ou en ligne? Mais de toute manière, en fait, c'est un examen QCM. Oui. C'est un examen QCM qui analogue à celui blanc. Tu vois, je vous ai envoyé un examen blanc. Riyad, c'est bon, est-ce que tu as reçu l'examen blanc que j'ai envoyé? Oui. Donc, l'examen sera dans le même style. Dans le même style. OK. Écoutez, les gars, en fait, je vais vous envoyer en fait une correction. Techniquement, ce soir, hein, Inch'Allah, je vais vous envoyer une correction de cet examen. Puis la semaine prochaine, je vais proposer encore deux autres QCM. Je vais les corriger aussi. Et vous aurez... oui, Riyad, t'inquiète. Ce soir, j'espère. En fait, j'ai préparé la correction, mais il faut que je la règle. Hein. J'ai plein de trucs à faire. C'est-à-dire, je prépare une présentation par rapport à la correction, quoi. Une fois que je finis, c'est-à-dire la présentation, je vous envoie, Inch'Allah, la présentation. La semaine prochaine, normalement, je vais vous envoyer 2 QCM, c'est-à-dire 2 examens blancs corrigés. Et est-ce que vous vous rappelez de la science? Il y a une science manquante. Nous avons une science en moins par rapport à ce module. Eh bien, on va programmer cette science juste avant l'examen. C'est-à-dire pour qu'on puisse discuter et corriger, c'est-à-dire vous allez me poser des questions et on va corriger en fait un examen blanc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et à la question de Ayoub. C'est bon. T'inquiète, Riyad, marahba. Aujourd'hui, là, c'est du deep learning, donc c'est un peu compliqué. Juste, quand vous avez des questions, n'hésitez pas. وقفوني وسألوني aucun souci, je suis ouvert quoi. Allez, l'argent. Donc, je disais, ça vous rappelle quand moi je vous dis neurone, eh ben ça vous inspire quoi? Ça vous inspire un neurone biologique, quand on dit intelligence artificielle, c'est-à-dire on parle d'intelligence. J'ai une question. Qui est l'être vivant sur la planète Terre qui est le plus intelligent parmi tous les êtres vivants? Eh bien, c'est l'être humain. Normalement, c'est l'homme. Nous, êtres humains, on est les êtres vivants les plus intelligents dans le monde. Question,
où se trouve notre intelligence? Enfin, vous ne me dites pas, s'il vous plaît, on trouve l'intelligence dans le cœur. Je rigole, je rigole. Enfin, je sais pas. En fait, bien sûr, l'intelligence est concentrée dans le cerveau. L'intelligence est concentrée dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on trouve dans le cerveau humain? Voilà, Tigel, merci. Qu'est-ce qu'on trouve dans le cerveau humain? Dans le cerveau humain, on trouve des neurones. Les gens qui ont développé l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les scientifiques, les savants, et ça, c'était depuis les années 40. Hein. Peut-être vous êtes un peu choqués là. Vous pensez peut-être que le deep learning et l'intelligence artificielle, ça date d'hier. Non, malheureusement, ça date pas d'hier. Le premier neurone, l'implémentation du premier neurone, c'est 1950. Les notions théoriques par rapport au premier neurone artificiel, c'est les années 40, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les années 40, en 1940. C'est-à-dire là, on parle de 80 ans en arrière. Vraiment, ce sont des notions très, très développées depuis beaucoup d'années. Après, je vais vous expliquer pourquoi on revient maintenant en force à ces notions. Pourquoi maintenant ces notions, intelligence artificielle et deep learning, sont devenues très à la mode. Très à la mode. Alors, donc quand on dit neurone, on pense directement au cerveau, on pense à un neurone biologique. Et là, je vous montre une image de plusieurs neurones dans leur milieu biologique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les neurones, ce sont les taches foncées ici, les taches noires, et les neurones, ce sont interconnectés, d'accord? On trouve en fait des taches ici, des points noirs. Ah, j'ai dit bien des points noirs, des points. Et bien, ça vous rappelle quoi? Peut-être ça vous rappelle ici, cette architecture qui se trouve dans le slide numéro 3. Vous voyez? Donc, chaque nœud ici, chaque nœud dans ce graphe, représente un neurone. Représente un neurone biologique. Et chaque neurone est connecté à un autre neurone. Voilà. Bon, là, c'est une autre figure tracée par un médecin qui montre deux neurones connectés. Enfin, un neurone A, un neurone B, il y a après d'autres neurones. Hein, et on voit qu'il y a chaque neurone possède plusieurs entrées et plusieurs sorties. Voilà. Ici, je vous montre un chemin d'un neurone biologique. Donc, dans le neurone, enfin, un neurone, c'est une cellule. Hein. On trouve ici le corps de la cellule, puis on trouve des connexions. Donc, il y a un signal d'entrée, et ce signal, c'est un signal électrique. Oui, le cerveau humain fonctionne avec des signaux électriques à faible tension et faible intensité. C'est comme ça. Hein. Et puis, donc, le signal électrique pénètre dans le neurone. Puis, les spécialistes ont montré que le neurone effectue un certain traitement et il finit ou pas. Voilà, il finit ou pas. C'est-à-dire, il peut véhiculer un signal à la sortie, comme le neurone ne peut pas, refuse de véhiculer un signal à la sortie. Donc, retenez avec moi, input, car on va commencer notre modélisation de ce neurone. Ça, c'est un neurone biologique. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de modéliser, trouver un modèle de ce neurone biologique afin de l'implémenter en informatique. Alors, donc là, j'ai un signal d'entrée, c'est un signal électrique, faible tension, faible intensité. J'ai un neurone. À l'intérieur du neurone, il y a un certain traitement. Et puis, il existe en fait une sortie. Il existe ou pas une sortie. Voilà. Bon, ici, hein, si vous aimez la biologie, vous allez trouver une autre figure qui montre
les impulsions électriques véhiculées par un neurone. Par un neurone vers un autre neurone. Quand le neurone sort un signal à la sortie, on dit que le neurone est activé. C'est un neurone activé. Donc ici, le neurone est activé. Regardez le flux nerveux, le flux nerveux. Bon, ce schéma montre mieux, c'est-à-dire cette histoire des signaux à l'entrée au niveau du dendrite et des signaux de sortie au niveau des axons, axon terminals. Et c'est qui a, disons, qui a implémenté cette idée avec des circuits électroniques, et ben, c'était Rosenblatt en 1957. Mais l'idée des neurones artificiels date des années 40, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Mais lui, il a implémenté cette idée en 1957. Il a implémenté le perceptron. Alors, bien sûr, bon, c'est pas, peut-être pour les gens qui viennent d'arriver, ils pensent que c'est un cours de biologie. Non, messieurs, et en fait, ce n'est pas un cours de biologie. Allez, on va reprendre avec l'informatique. Voilà, donc ça, c'est un modèle de neurone. Là, je commence vraiment à parler d'un neurone artificiel. Nous avons des signaux d'entrée, et nous avons ici un seul signal de sortie. Donc, on va modéliser les synapses, comment? Donc, là, notre neurone biologique possède plusieurs entrées. Un synapse, deux synapses, 3, 4, 5. Donc, pour chaque synapse, on va associer, disons, une entrée. Donc, X1, X2, X3, X4, XM. Ah, ça vous rappelle quoi, petit m? Comment je vous dis petit m? Petit m, c'est le nombre de lignes ou bien le nombre de colonnes? Petit m, c'est le nombre de colonnes. Petit m, c'est le nombre de colonnes. Donc, imagine, si toi, tu disposes d'un fichier de données contenant, par exemple, 12 colonnes, donc tu vas finir par 12xj, c'est-à-dire x1, x2, x3, x4 jusqu'à x12. Voilà. Si toi, tu disposes d'une seule variable, d'une seule colonne, tu vas utiliser juste x1. Donc, les entrées ici, les entrées, chaque entrée représente une colonne. Voilà, c'est méga important. Je vais répéter ça après. Là, je vous montre le modèle théorique d'un neurone. Un neurone, c'est tout ça, il possède des entrées et une sortie. Une ou éventuellement plusieurs sorties. Oui, on peut avoir un neurone avec plusieurs sorties. Dans l'entrée Gx1, x2, xj, xm, le x ici représente une colonne. D'accord. Maintenant, que représentent les W? Les W, en fait, ce sont les poids. Weights, les poids. C'est-à-dire, on va affecter un poids à chaque entrée. Si le poids est grand, c'est-à-dire si W, par exemple, est un nombre grand. Allez, imaginons si ces nombres varient entre -1 et 1. Par exemple, si ce nombre est égal à 0,9, si W est égal à 0,9, eh bien, ça veut dire que X1 est important, est plus important. Si le poids de X2 est égal à 0,2, ça veut dire que X2 est moins important que X1. Et puis, nous avons ici une entrée, on appelle ça le biais. En fait, c'est une entrée où on envoie un 1. Oui, un signal égal à 1. C'est-à-dire la valeur 1. Une constante, quoi. Voilà. Puis, bon, allez, peut-être cette image, en fait, est un peu compliquée. Je passe à l'image numéro 12. Regardez.
Donc, j'ai des entrées x1, x2, x3, xj, xm. Chaque entrée est affectée d'un point, d'un poids W1, W2, WJ, Wm. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici et j'effectue tout simplement un produit scalaire. C'est très simple, les mathématiques. Alors là, les mathématiques en deep learning sont très faciles, c'est-à-dire ne sont pas aussi compliquées qu'en machine learning. Je fais x1, je multiplie x1 par w1. Je prends x2, je multiplie x2 par w2. Je prends xm, je multiplie xm par wm. Puis je fais la somme. C'est un produit scalaire. Bien sûr, avec plus b, plus le biais. Puis, j'envoie le produit scalaire à l'intérieur d'une fonction d'activation. Et puis, j'obtiens une sortie. Donc, voilà tout simplement la modélisation d'un neurone artificiel. À partir de maintenant, je vais vous expliquer comment un neurone apprend. Allez, on va commencer. Alors, donc ce cercle représente un neurone. Un neurone dispose des signaux d'entrée, le signal numéro 1, le signal numéro 2, le signal numéro J, le signal numéro M. Un neurone va faire un traitement des signaux d'entrée et il va donner un signal à la sortie. On appelle les liaisons entre les signaux d'entrée et le cercle vert des synapses. Ces synapses contiennent des poids. Voilà, contiennent des poids. Maintenant, que représente x1, x2, xj, xm? Ça représente les variables indépendantes, c'est-à-dire les colonnes. Que représente y ici? Y, ça représente la sortie, c'est-à-dire une valeur obtenue après un certain traitement au niveau de neurones, au niveau de ce cercle vert. Maintenant, avant d'effectuer le traitement dans le neurone, il faut absolument standardiser les données. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le gars qui a inventé le CNN. CNN, donc les réseaux de neurones, Convolutional Neural Network, le réseau de neurones convolutionnel, CNN. En fait, en réalité, en réseau de neurones, il y a l'architecture ANN, il y a l'architecture RNN, il y a l'architecture CNN. Puis RCNN, bon, enfin, toutes les autres architectures dérivent de CNN, ANN, RNN. Je parle en fait, bien sûr, en apprentissage supervisé. Ian LeCun, c'est lui qui a développé le CNN. C'est le head de développement chez Facebook. Enfin, apparemment, il gagne beaucoup d'argent maintenant. En fait, c'est un docteur en mathématiques appliquées. Il a quitté la France dans les années 80. Il est parti aux États-Unis. Et puis maintenant, il est chez Facebook. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit dans cet article-là? C'est un article gratuit. Si toi, tu as envie c'est-à-dire d'approfondir tes connaissances en deep learning, il suffit que tu télécharges cet article-là. Il dit que il faut prendre les données, puis il faut soustraire la valeur moyenne, c'est-à-dire je fais moins la valeur moyenne, moins mine, et je divise par l'écart type. Bon, donc pour standardiser les données. C'est-à-dire, pour que le neurone puisse fonctionner correctement, il faut que toi, tu prends les valeurs qui se trouvent dans les colonnes, tu supprimes la valeur moyenne, tu fais moins la valeur moyenne, tu divises par l'écart type. Puis tu fais le traitement. Maintenant, parlons de la sortie. Le signal de sortie, c'est-à-dire le output value, peut être continu. Voilà, un prix. Et dans ce cas-là, on parle d'une régression. Une valeur continue, comme le prix, enfin d'une maison, donc c'est une régression. Y peut être aussi discrète, c'est-à-dire 0 ou 1, bon client ou bien un mauvais client. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une classification binaire, Y peut être aussi une variable discrète à plusieurs valeurs.
1, 2, 3, 4. Donc, on parle d'une classification multiclasse. Voilà, ça, c'est par rapport à la sortie. Sinon, un neurone, voilà, il peut renvoyer une seule valeur comme il peut renvoyer plusieurs valeurs. Voilà, comme représenté dans le slide numéro 21, le neurone, ici, admet plusieurs entrées et renvoie plusieurs valeurs à la sortie. Spécialement, je vous conseille de travailler avec des architectures à plusieurs sorties. Hein. Dans quel cas? Dans le cas d'une classification multiclasse. C'est-à-dire quand toi, tu ne disposes pas de 0 ou 1. Bon client, mauvais client, non. C'est-à-dire toi, tu disposes par exemple de plusieurs classes. Bon client, très bon client, mauvais client, très mauvais client. Donc, tu peux travailler avec cette architecture. Maintenant, j'avance en fait dans mes explications sur ce neurone artificiel. X1, X2, Xm ici et Y, en réalité, ces valeurs représentent quoi? Ces valeurs, en fait, représentent une seule observation statistique, c'est-à-dire une ligne dans la matrice rectangulaire. Rappelez-vous de la matrice rectangulaire. Donc, moi, quand je fais, par exemple, ici, more, ou bien, vas-y, on va faire head, par exemple, data file, voilà, data file churn problem. Bon, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc là, ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne qui représente un client. C'est le client numéro 1 qui a cet identifiant, qui possède son nom. Et puis, voilà son origine. Voilà son sexe, son âge, et ainsi de suite. Et là, c'est Y. Donc, un neurone, à la fois, va réaliser le calcul sur une seule ligne. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le neurone, donc toi, tu vas programmer un neurone, et puis tu vas mettre ce neurone dans une boucle for. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas boucler sur les lignes. Ligne numéro 1, client numéro 1, client numéro 2, client numéro 3, observation numéro 4, observation numéro 5, ainsi de suite. Maintenant, on vient vraiment aux paramètres de ce neurone. Donc, ce neurone dispose des paramètres, et ces paramètres, ce sont tout simplement les poids. Les poids qui se trouvent sur chaque connexion entre la valeur d'entrée, X1, et le cercle vert. Maintenant, comment on fait pour déterminer ces poids? Il existe en fait tout un algorithme à appliquer. C'est-à-dire, on commence tout d'abord par générer ces poids avec un générateur de nombres aléatoires. On va générer les poids aléatoirement entre -1 et 1. Et puis, on applique ce qu'on appelle un back propagation, c'est-à-dire une rétro-propagation. Et cet algorithme d'optimisation non linéaire va déterminer les valeurs des W. Donc, plus W est grand, ça veut dire que le signal ici à l'entrée est important. En fait, en réalité, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle feature importances en random forest. Comment je te donne plusieurs colonnes? Il existe des colonnes qui contiennent de l'information, il existe d'autres colonnes qui ne contiennent pas beaucoup d'informations. Ça va se refléter au niveau des valeurs des poids. Si le poids est grand, ça veut dire que la colonne, c'est-à-dire le signal d'entrée, possède beaucoup d'importance. Si W est petit, possède une faible valeur, ça veut dire que cette colonne ne possède pas beaucoup d'importance. Sinon, dans le modèle d'un neurone artificiel, car vous allez me poser une question, où sont les paramètres? Quels sont les paramètres d'un neurone artificiel? Les paramètres d'un neurone artificiel, ce sont tout simplement les poids. C'est WJ, W1, W2, WJ, WM.
Je répète une deuxième fois. Les paramètres d'un neurone artificiel, ce sont les poids. W1, W2, WJ, WM. On va parler après des hyperparamètres. OK. Nous avons compris à peu près les entrées, les poids liés aux entrées et ou bien la sortie. Laissez-moi maintenant vous expliquer qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce cercle vert. En réalité, à l'intérieur du cercle vert, on va trouver plusieurs étapes de calcul. Mais ne vous inquiétez pas, c'est du calcul simple. La première étape consiste à réaliser un produit scalaire. Est-ce que tu te rappelles, toi, quand tu étais au lycée, pendant les cours de géométrie, je pense que c'était l'année avant le bac. En fait, le prof nous a introduit ce qu'on appelle un produit scalaire entre deux vecteurs. C'est quoi le produit scalaire entre un vecteur A et un vecteur B? C'est tout simplement A1, B1 plus A2, B2. Enfin, c'est un calcul très, très simple. Eh bien, dans un neurone, on va faire ce produit scalaire. On va réaliser ce produit scalaire. C'est-à-dire, on va faire x1 fois w1 plus x2 fois w2 plus xj fois wj plus xm fois wm. Et on obtient donc, si on veut compacter la formule, on va obtenir somme sur i, ou bien sur j, enfin bref, entre 1 et m, wi, xi. Et bien sûr, on n'oublie pas le biais. On n'oublie pas le biais, c'est-à-dire après, on va ajouter le biais. Une fois on calcule ce produit scalaire, et ça c'est la première étape, on passe maintenant à autre chose. On va mettre la valeur de ce produit scalaire à l'intérieur d'une fonction d'activation. Ah, c'est nouveau ça pour vous, mais pour l'instant. Vous allez me demander, qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'activation? Une minute, je vais vous expliquer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je répète, toi tu prends x1, x2, xm, tu prends les poids, tu me fais un produit scalaire, d'accord? Puis, tu prends le produit scalaire, la valeur de ce produit scalaire, et tu vas le mettre dans une fonction d'activation. Cette fonction d'activation va te donner une valeur. La troisième étape consiste tout simplement à avoir un signal de sortie. Le signal de sortie va découler directement de l'application de cette fonction d'activation sur ce produit scalaire. OK. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'activation? Donc, en effet, les biologistes, quand ils étudient, c'est-à-dire les neurones biologiques, ils ont montré que, dépendant du signal à l'entrée, le neurone biologique va s'activer ou pas. D'accord? Par exemple, là, nous avons un signal électrique, un flux nerveux. Le flux nerveux qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau, de notre corps, peut être modélisé avec ces courbes, enfin cette courbe ou bien cette courbe. Puis, on envoie ça sur un neurone, et ce neurone va donner une réponse, un signal de sortie. Donc, si le signal dépasse un certain seuil là, on va dire que le neurone est excité. On dit activé, on dit excité. En fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire un neurone est activé? Un neurone est activé, c'est-à-dire il passe le signal via la sortie, vers un autre neurone. Donc, un neurone peut être activé ou pas. D'accord? Et là, rappelez-vous, je ne sais pas, mais de toute manière, moi j'ai fait ça. Quand j'étais jeune au lycée, moi j'ai fait ça. C'était, je pense, 4e année secondaire. Enfin, je parle l'ancien régime. Eh bien, rappelez-vous, nous avons pris une grenouille.
quoi, en sciences naturelles. Et en fait, nous avons commencé à exciter cette grenouille, plutôt les pattes, nous avons excité les pattes de cette grenouille avec de l'électricité, avec un générateur. Donc, quand on envoie en fait un signal faible tension, on remarque que rien ne se passe. Par contre, quand on augmente l'amplitude du signal, eh ben, le corps de la grenouille commence à se contracter, c'est-à-dire à réaliser des mouvements, alors que la grenouille, normalement, elle est morte. Et ça montre, ça vous explique un peu cette histoire de fonction d'activation. Déjà, ça s'appelle fonction d'activation. L'activation est liée aux neurones. Enfin, j'espère que c'est-à-dire vous avez fait cette expérience quand vous étiez au lycée. Allez, je commence à vous expliquer les mathématiques derrière les fonctions d'activation. Alors, c'est-à-dire dans le slide numéro 30, je vous montre la fonction d'activation la plus basique. La fonction d'activation la plus basique. En fait, cette fonction donne 0 entre moins l'infini et 0, 1 entre 0 et plus l'infini. C'est-à-dire, cette fonction est représentée par cette formule mathématique. Phi de x est égal à 1 si x est supérieur à 0. Hein, voilà, ici. Voilà, ça c'est 0. Et là, j'ai les x positifs. Donc c'est 1. J'obtiens 1. Maintenant, si x est négatif, donc ici à gauche, de moins l'infini jusqu'à 0, hein, 0, moins 1, moins 2, donc j'obtiens 0. Ça, c'est la fonction d'activation la plus basique. Sauf que cette fonction d'activation, hein, seuil, est très compliquée à implémenter. Ou bien, laissez-moi dire, enfin, elle n'est pas compliquée à implémenter en réalité, car tu peux écrire ici deux conditions. Si x est supérieur à 0, tu retournes phi de x est égal à 1. Si x est négatif, on retourne 0. Si x est positif, print 1. Si x est négatif, print 0. Mais cette fonction d'activation, en fait, en réalité, ne correspond pas à la réalité. Car regardez, s'il vous plaît, les vraies fonctions d'activation. C'est-à-dire en biologie. À cet égard, les mathématiciens ont développé une panoplie des fonctions d'activation. Donc, on trouve la fonction sigmoïde. Nous, aujourd'hui, on va travailler avec la fonction sigmoïde. On trouve aussi la fonction ReLU, Rectifier Linear Unit. ReLU, R-E-LU, Rectifier Linear Unit. On trouve la fonction d'activation tangente hyperbolique. Voilà. Allez, je commence par la fonction sigmoïde. Bref, cette fonction dispose de cette formule, c'est 1 sur 1 plus exponentiellement x. Voilà, donc phi de x ici possède des valeurs qui varient entre 0 et 1. Regardez, quand x, s'il vous plaît, envoyez-moi x vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x, quand égal exponentiellement x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, dans 0, 1 sur 1 plus 0, ça donne 1. Et bien voilà, 1. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Ah, ça vous rappelle quoi, 0, 1? C'est une probabilité. Ah oui, donc cette fonction d'activation sigmoïde permet de transformer ce produit scalaire en une probabilité. Autrement dit, toi, tu vas prendre, je prends par exemple le Chern problem. Tu vas prendre tes colonnes, toi, c'est-à-dire ta matrice rectangulaire. Tu vas standardiser les données. Tu vas supprimer la valeur moyenne, tu vas diviser par l'écart type, ou bien tu vas transformer les données, bref. Puis, tu vas calculer un produit scalaire, et puis tu vas mettre ce produit scalaire dans une fonction d'activation qui va te donner une probabilité. Et puis, toi, tu vas fixer un seuil. Si la probabilité est supérieure à 0,5,
alors il s'agit par exemple d'un bon client. Si la probabilité est inférieure à 0,5, alors il s'agit d'un mauvais client. Retenez, hein, vous pouvez écrire ça, c'est important. La fonction sigmoïde, d'après sa formule, permet de transformer un signal d'entrée en une probabilité. Voilà, voilà. Pour moi, c'est largement suffisant. Si toi, tu arrives à savoir ça, tu peux après passer un entretien d'embauche comme data scientist. Oui, et je parle sérieusement. Maintenant, comment je transforme cette probabilité en classe? Je définis un seuil. Je définis un seuil. Si la probabilité est supérieure à 0,5, je considère que c'est un bon client. Par exemple, hein, si la probabilité est inférieure à 0,5, je dis que c'est un mauvais client. Allez, je passe. La fonction hein, ReLU, hein, pour les mathématiciens, elle possède cette formule, hein, c'est le maximum entre x et 0. Hein, peut-être c'est un peu compliqué, c'est un peu compact. Regardez, mais toi, tu vas calculer le produit scalaire, tu vas calculer ton produit scalaire, et tes poids peuvent être négatifs. Oui, les poids peuvent être négatifs. Donc, on peut finir par un produit scalaire négatif. Donc, si le produit scalaire est négatif, la fonction ReLU va donner 0. Si le produit scalaire est positif, la fonction ReLU va retourner la même valeur. La fonction ReLU est très utilisée à l'intérieur du réseau de neurones cachés, du réseau de neurones profond, à l'intérieur de deep learning. C'est-à-dire, on utilise souvent, retenez ça aussi, on utilise la fonction d'activation ReLU dans les couches cachées. Alors que la fonction sigmoïde, il est préférable de l'utiliser dans la couche de sortie. Dans quel cas? Dans le cas où tu as une classification à deux classes, à deux catégories, 0 1. Bon, là, je vous montre une autre fonction d'activation, hein, la fonction tangente hyperbolique. Donc, voilà la formule, c'est 1 moins exponentielle moins 2x sur 1 plus exponentielle moins 2x. Et cette fonction possède des valeurs entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, son domaine de définition, c'est tout R. Elle est définie sur tout R, de moins l'infini à plus l'infini, mais elle donne des valeurs entre moins 1 et 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Elle est analogue à la fonction sigmoïde. Maintenant, je pense que là, vous allez me poser, Tigène, oui, merci Tigène, 0, oui. Je pense que tu es là, tu évoques la limite de la fonction sigmoïde. En fait, là, vous allez me demander, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, cette informatique. Pourquoi on utilise cette fonction sigmoïde? Pourquoi la fonction ReLU? Pourquoi la fonction tangente hyperbolique? En fait, ce sont des accumulations, c'est-à-dire les scientifiques ont travaillé depuis les années 40. C'est-à-dire des mathématiciens, des informaticiens comme vous, des biologistes, et ces équipes de recherche pluridisciplinaires aux États-Unis et à travers le monde, depuis là, à peu près 80 ans, hein, ils ont trouvé ces fonctions d'activation. Et ils ont montré que ces fonctions d'activation marchent. Maintenant, si vous allez me demander pourquoi ces fonctions marchent, pourquoi ces fonctions marchent, là, je ne sais pas. Et je vous assure que personne ne sait. Personne ne sait pourquoi le deep learning marche. C'est-à-dire, je parle mathématiquement, c'est-à-dire il n'y a aucun mathématicien qui a réussi à effectuer une démonstration mathématique rigoureuse pour montrer que le deep learning marche. Tout ce qu'on sait, on sait que le deep learning, en termes de performance, est mieux que le machine learning. Là, vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas étudié le deep learning? Bon, ça c'est... Là, il faut demander auprès des responsables de la formation, de votre formation. En fait, ils m'ont demandé de vous enseigner du data mining. Sinon, maintenant je parle sérieusement. Sérieusement, si on ne comprend pas le machine learning, on va trouver beaucoup de difficultés en deep learning. On ne peut pas se jeter directement en deep learning. Voilà. Sinon, encore une fois, le deep learning, ses performances dépassent de loin le machine learning dans plusieurs disciplines. Et on ne sait pas pourquoi ça marche.
Et les gens qui implémentent des réseaux de neurones en deep learning utilisent ces fonctions. Tangente hyperbolique, ReLU, sigmoïde. Il existe en fait plusieurs autres fonctions d'activation. Et bien évidemment, on n'a pas le temps en fait de voir toutes les fonctions d'activation. Il s'agit tout simplement d'un cours introductif. Vous pouvez, s'il vous plaît, aller sur ce lien. Il suffit en fait de chercher, de télécharger cet article. Vous allez trouver plein de fonctions d'activation. Allez, on va essayer maintenant de synthétiser toutes nos connaissances. On va essayer de synthétiser toutes nos connaissances. Je reprends. Un neurone artificiel est une modélisation d'un neurone biologique. Voilà. Comment on modélise un neurone biologique? En utilisant ce schéma. Des signaux à l'entrée, des poids, un traitement mathématique à l'intérieur, et puis une sortie, un signal à la sortie. Bon. Supposons, on va travailler par exemple sur une classification binaire. C'est-à-dire, on va essayer de classer le client comme un bon client ou bien un mauvais client. Donc, la sortie ici, Y, possède deux valeurs. Soit Y est égal à 1, comme ici, c'est écrit, Y est égal à 1. Soit Y est égal à 0. D'accord? C'est quoi notre but? Notre but, c'est de déterminer la probabilité que le client soit un bon client. Quand j'écris la formule mathématique, c'est la probabilité que Y est égal à 1. La probabilité que le client soit un bon client, c'est mathématiquement P de Y égale à 1. Comment on fait pour calculer cette probabilité à l'aide de ce neurone artificiel? C'est simple. Supposons, moi j'ai 10 colonnes. J'ai 10 colonnes. OK. Donc, je vais définir 10 entrées. 10 entrées. Voilà. Je prends ces colonnes. Je vais standardiser ces colonnes. Je supprime la valeur moyenne, je divise par l'écart type. D'accord. Puis, j'affecte à chaque colonne numérique un poids. D'accord? Je calcule un produit scalaire, somme de i allant de 1 à m, wi, xi, m ici est égal à 10. Je calcule la fonction d'activation. Cette fonction d'activation, par exemple, la fonction sigmoïde, va me donner une probabilité. Après, si toi, tu ne veux pas une probabilité, tu veux, par exemple, 1 ou 0, tu peux, par exemple, appliquer un seuil. Tu vas dire, si la probabilité est supérieure à 0,5, le client est un bon client. Si la probabilité est inférieure à 0,5, le client est un mauvais client. Voilà tout simplement le modèle d'un neurone. On peut en fait déjà implémenter ça. On peut implémenter ça tout de suite. Bon. Maintenant, question. Comment un neurone apprend-il? J'ai voulu rendre hommage à Rosenblatt. Là, on trouve ce scientifique dans les années 57, fin des années 50, avec un circuit électronique devant lui. Et là, vous allez trouver un afficheur. OK? Et il a réussi à implémenter, depuis les années 50, un réseau de neurones vraiment très simpliste qui s'appelle perceptron et qui permet de distinguer entre un triangle, un cercle et un rectangle. C'est-à-dire entre A, B et C. Depuis les années 50. Oui, depuis les années 50. Donc, tout d'abord, il s'agit d'un apprentissage supervisé. Donc, nous, quand on va prendre les valeurs à l'entrée x1, x2, xj, xm, on va obtenir un y chapeau. À quoi on va comparer ce y chapeau? On va comparer y chapeau vraiment à la valeur actuelle de y, la vraie valeur de y, c'est-à-dire la valeur de y qui se trouve dans le fichier de données. Enfin, peut-être ça serait mieux
si je vous ouvre ce fichier directement avec LibreOffice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord choisir les poids aléatoirement dans l'intervalle -1 à 1. Je fais le calcul, j'obtiens Y chapeau. J'obtiens Y chapeau, puis je vais représenter Y chapeau. Et qu'est-ce que je fais après? Je vais représenter la valeur de Y, c'est-à-dire la vraie valeur. Donc là les valeurs de Y se trouvent, c'est-à-dire la variable cible, se trouve dans le fichier, dans la colonne excited, par exemple. Là. C'est 1 ou 0. Eh bien, si la vraie valeur de Y c'est 1, et nous on trouve 1 moins 1 c'est 0, ça veut dire que c'est bien. Si la valeur de Y c'est 1, et nous on trouve 0, 1 moins 0, ça donne 1, c'est pas bon, d'accord? Comment on fait pour s'assurer qu'il y a coïncidence entre Y chapeau et Y? Il suffit tout simplement de définir une fonction coût. Eh bien, cette fonction coût, apparemment, est simple. Nous avons fait ça en régression. C'est-à-dire, je fais Y chapeau, moins Y, je lève au carré. Après, les mathématiciens qui font de l'optimisation non linéaire aiment mettre un demi. Pourquoi? Car quand on dérive C, on finit par disparaître le 1 demi. D'accord? Voilà. Question, comment on fait pour que Y chapeau soit proche de Y? Eh bien, on essaye de minimiser C. On doit minimiser C. Question, comment on fait pour minimiser une fonction? Comment on fait pour minimiser une fonction? Eh bien, il suffit de calculer sa dérivée première. Alors, on va calculer la dérivée première de C. On appelle cette étape, donc là, la flèche violette, en violet, on appelle cette étape backpropagation, c'est-à-dire en français rétropropagation. La propagation directe, on appelle ça feed forward en anglais. Feed forward. D'accord? Pendant le feed forward, on va calculer Y chapeau. Le feed forward, c'est l'étape qui consiste à faire des calculs, à évoluer des calculs de gauche à droite. Maintenant, le backpropagation, ou bien la rétropropagation consiste à évoluer le calcul de droite à gauche. Donc, il y a deux processus dans un neurone et après dans un réseau deep learning. Nous avons deux process: feed forward, backpropagation. Alors, pendant la partie backpropagation, notre but consiste à minimiser la fonction coût. Donc, on va vraiment calculer la dérivée de cette fonction coût. Question, par rapport à quoi on calcule la dérivée de cette fonction? Par rapport au poids. Figurez-vous, les x1, x2, xm sont fixés. Ce sont des valeurs qui se trouvent dans la base des données. La fonction d'activation est fixée aussi. Alors, on va calculer la dérivée de C par rapport au poids. Donc, je commence ma rétropropagation, backpropagation. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est comme une propagation, c'est-à-dire l'information dans le neurone se propage à l'envers. Et on va régler les valeurs des poids, des WI. Jusqu'à quel instant? Jusqu'à l'instant où Y chapeau et Y deviennent proches. C'est-à-dire la fonction coût s'annule. Dans ce cas-là, j'arrête mon apprentissage et je fixe mes poids. Donc, ici, dans le slide 52, vous allez trouver, c'est-à-dire une illustration réelle sur une ligne.
enfin, mais ça, c'est bon, vous l'avez compris. Un neurone, je l'applique sur une seule ligne, sur un seul client, par exemple. Donc là, par exemple, X1, c'est 12, 6, c'est la deuxième colonne, et ici, 78%, c'est la troisième colonne. L'euro ID, hein, on sait que la clé primaire ne contient pas d'informations. Okay. Puis, la valeur, ou bien la variable cible, c'est-à-dire Y, c'est 93%. Voilà. Donc, je commence mon feed-forward, propagation directe. Je détermine Y chapeau, alors que la vraie valeur de Y, c'est 93%. Je calcule une fonction coût, c'est en anglais, c'est cost function. Je fais ma rétropropagation, c'est-à-dire je dérive C par rapport à W1, je dérive C par rapport à W2, je dérive C par rapport à WM, je fais l'update, je mets à jour mes poids, et à un moment donné, en fait, la fonction coût va diminuer. Maintenant, comment un neurone à partir de plusieurs observations statistiques? Car là, vous allez me dire que dans la vraie vie, on ne travaille pas avec une seule observation. On travaille avec plusieurs lignes. Par exemple, dans ce fichier, nous avons en fait à peu près, je ne sais pas moi, 10 000 clients. On peut diviser ces clients en clients utilisés pour l'entraînement et clients utilisés pour le test, donc 8 000 clients. Comment on fait pour apprendre ce neurone avec une matrice ayant une ligne et une colonne, comme ici. L'idée est simple, tu vas écrire une boucle for. La boucle for implémente le neurone et on va commencer. On prend le premier client, ou bien ici le premier étudiant. Bon, c'est illustré ici à gauche. Je fais mon feed forward. Je calcule Y chapeau. Voilà, sur la première observation. Puis, je passe à la deuxième observation. Je calcule mon Y chapeau de la deuxième observation. Puis, je passe à la troisième observation. Puis, boum, je passe aux autres observations. D'accord? Nous avons donc Y chapeau 1, Y chapeau 2, Y chapeau 3, et ainsi de suite. Chaque Y chapeau est lié à une ligne. On va comparer ces Y chapeaux à quelle valeur? Au Y réel, les valeurs ici, vertes. C'est-à-dire à la variable cible. N'oubliez pas, pour l'instant, je suis en train de faire de l'apprentissage supervisé avec vous. Donc, chaque Y et chaque Y chapeau possède soit en fait une différence presque nulle ou bien une grande différence. Comment on quantifie toutes ces différences? Je définis une fonction coût. Cette fois-ci, la fonction coût, c'est la somme. Tout à l'heure, c'était 1 demi Y chapeau moins Y. Donc maintenant, c'est la somme de quoi? De 1 demi Y chapeau moins Y. Donc, j'additionne cette différence, je prends cette différence au carré, je zoome, cette différence au carré, cette différence au carré, cette différence au carré, je fais la somme, je calcule C. Puis, je commence la rétropropagation, backpropagation. Je prends C, je la dérive par rapport à W1, je la dérive par rapport à W2, W3. Puis, j'update les valeurs de W1, W2, W3. Voilà, et jusqu'à la minimisation de C, c'est-à-dire C devient faible, converge vers 0. Voilà tout simplement comment on effectue l'apprentissage d'un seul neurone. Maintenant, comment on peut dériver la fonction d'activation C? Il existe deux algorithmes. Il existe l'algorithme du gradient, et puis il existe en fait un autre algorithme qui s'appelle le gradient stochastique. Le gradient stochastique est plus performant. Enfin, ici, si vous allez regarder, s'il vous plaît, le slide numéro 2, vous allez trouver que
l'algorithme exposé par rapport à ANN utilise un algorithme de gradient stochastique. C'est un algorithme plus performant car il contient des probabilités. Donc la minimisation de C est effectuée avec un algorithme de gradient stochastique. Donc là, je vous montre en fait la forme de C, hein, la courbe de C. Et nous, on veut chercher le minimum, d'accord? Le minimum. Et le minimum correspond bien aux meilleurs paramètres, hein, W1 et W2. Et j'ai fait ça exprès, hein, je remets, ou bien j'ai dupliqué le slide numéro 2. Donc, l'algorithme qui fonctionne sur un réseau de neurones artificiel. B. Tout ça, c'était théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va passer à l'implémentation de ces notions. C'est-à-dire, on va essayer d'implémenter un neurone artificiel avec Python, puis on va entraîner ce neurone, et je vais vous montrer que ce neurone s'entraîne bien et peut réaliser des prédictions correctes avec quelques lignes de code. Allez-y, donc je vous demande, s'il vous plaît, d'ouvrir un fichier Jupyter Notebook. On va commencer à coder. B. Abdeslam Abid, Abdeslam Shqali. Elle m'a dit, bon, c'est une très bonne question. En fait, elle m'a proposé la fonction coût et celle du moins carré. En fait, Abdeslam, ici, dans le cours, afin d'illustrer mon propos, oui, je suis en train d'utiliser la fonction coût du moins carré. Sauf que il n'y a pas une seule fonction coût. Il existe en fait beaucoup de fonctions coût. Quand vous regardez le cours d'hier, le support de cours d'hier, évaluation, ça c'est une fonction coût, RMSE, utilisée en régression. Ça c'est une autre fonction coût, MAE. Ça c'est une autre fonction coût, MAS. Ça c'est une autre fonction coût, root, mean, square, log, error. C'est-à-dire, tu appliques une fonction log sur l'erreur. Puis tu fais la moyenne, puis tu appliques une racine carrée. Dans quel cas on utilise l'une ou l'autre? En fait, ça dépend c'est-à-dire de tes données. Si tes données, par exemple, varient entre 1 et 1 milliard, il est peut-être préférable de travailler avec RMSLE. En classification, on utilise d'autres fonctions coût. Par exemple, cette fonction coût. La fonction coût entropie. Categorical cross entropie. Donc, les spécialistes, je suis en train de répondre à la question, les spécialistes en deep learning utilisent, ou bien ils ont défini plusieurs fonctions coût. Et ne vous inquiétez pas, tout est déjà implémenté. Donc toi, tu vas juste, dans le code, tu vas juste paramétrer ton algorithme. Tu vas dire, utilise-moi cette fonction coût ou bien une autre fonction coût. Ça dépend bien sûr de l'application. Voilà. OK. Allez, on va commencer notre implémentation. Donc, je vais commencer. Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Allez, donc je commence par charger les différents modules. Donc NumPy, Pandas, Matplotlib aussi. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être j'aurai besoin de tracer quelques courbes. Puis Matplotlib inline. Oui, mais ça c'est facile, hein, vous connaissez ça. Bon, quand même, laissez-moi travailler en fait proprement. Je vais écrire ici implémentation avec Python d'un neurone artificiel.
d'un neurone artificiel. Ok, très bien. Alors, je commence mon implémentation. Qu'est-ce qu'on trouve dans un neurone, tout d'abord? Qu'est-ce qu'on trouve dans un neurone? Dans un neurone, on trouve une fonction d'activation. Ok? Donc, on va commencer par implémenter la fonction d'activation. Je viens ici, j'écris implémentation de la fonction d'activation. On va utiliser la fonction d'activation sigmoïde. Sigmoïde. D'accord? Bon, si vous êtes puriste et vous voulez, c'est-à-dire la formule mathématique derrière cette fonction, c'est simple. Voilà la fonction. C'est entrée. Voilà, bon, je vais écrire quand même x. Frac. Je suis en train d'écrire en latex. Exponentielle moins x. Donc ça, c'est attention, c'est markdown. Hein. Donc, j'exécute, voilà. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Alors, une fonction en Python commence par def. Def. J'appelle cette fonction sigmoïde, en anglais. Hein. X c'est l'entrée, l'input. Je vais ajouter un commentaire intelligent, sigmoid function. Enfin, là, vous allez me demander pourquoi j'utilise 3 guillemets et j'utilise pas en fait comme ça un deals, hashtag. Pourquoi? Car bon, je peux écrire comme ça the function is, par exemple, is sigmoid, par exemple. Par contre, bon, laissez-moi ici mettre passe. OK? Par contre, quand j'essaie d'appeler le help, tu vois, quand on essaie d'appeler de l'aide en ligne sur la fonction sigmoid, on n'obtient pas cette écriture. On ne suis pas intelligent. À cet égard, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on définit ce qu'on appelle un commentaire intelligent avec triple guillemets. Regardez, comme ça, quand j'exécute ma fonction, j'appelle le help, j'obtiens sigmoid de sigmoid function. Enfin, j'écris là, bla, bla, bla. Tu vois? De sigmoid function. Donc, avec ce commentaire intelligent, tu peux connecter l'entrée ou bien un texte qui se trouve dans la fonction à la sortie standard du help, de l'aide en ligne. Donc, c'est vraiment très utile pendant le développement en Python. Tu vois, on peut aussi appeler le help comme ça, sigmoid, tu vois, le sigmoid function, blablabla. Donc, j'utilise un commentaire intelligent. Et je n'utilise pas juste un deals. Bon, je supprime passe, je continue. Allez, lecteur. On va retourner quoi? 1 divisé par 1 plus np exponentielle moins x. Bien évidemment, ici, je suis en train d'utiliser la fonction exponentielle de NumPy. Donc, np.exponentielle, np.x.x. On voit la fonction. En Python, cette fonction en Python. Allez, on va déjà tester le help en ligne. Bon, sigmoid, point d'interrogation, j'obtiens. Il faut que j'exécute déjà. Voilà, the sigmoid function. On peut aussi faire help. Help, sigmoid. Voilà, the sigmoid function. Bref. Allez, on va maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester quelques valeurs de sigmoid. Par exemple, le sigmoid de 0. Eh bien, c'est 0,5. Allez, sigmoid, par exemple, de 10. Tu vois, c'est presque 1. On va calculer sigmoid de 100 000, 1. Sigmoid de plus l'infini. Voilà, comment on fait pour récupérer plus l'infini? C'est simple. Tu fais np-inf. L'infini en Python, c'est np-inf. Sinon, tu peux choisir une valeur très, très grande.
style 1 milliard, enfin tu testes, quoi. Tu fais ton test avec 1 milliard. Bon, là, je vais mettre 0. Et là, je vais calculer sigmoïde de moins l'infini. Tu vois, sigmoïde de moins l'infini est égal à 0. On vient de vérifier les calculs de tout à l'heure. Ok, je vous envoie ça. Maintenant, est-ce qu'on peut tracer cette fonction? Bien sûr que oui. Bon, il suffit que je définisse x comme un p, par exemple, line space, start, stop. Par exemple, on va prendre x entre moins 10 et, par exemple, 10, et je prends 100 valeurs, d'accord? Puis, allez regarder, je vais tracer cette fonction, sigmoïde x r plus rp point virgule, bon, tu vois, nous avons réussi à tracer cette fonction. Grid, voilà notre fonction sigmoïde. Ok, très bien, très bien. Maintenant, nous avons besoin de la dérivée de la fonction sigmoïde. Nous avons besoin de la dérivée de la fonction sigmoïde. N'oubliez pas, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut dériver la fonction coût. Et la fonction coût contient Y chapeau. La fonction coût contient Y chapeau. Et Y chapeau, c'est quoi en réalité? C'est la fonction sigmoïde appliquée sur les entrées. Donc, quand je vous dis, on dérive C, en réalité, à la fin de la journée, on va dériver Y chapeau. On va dériver la fonction sigmoïde. Donc, on a besoin de la dérivée de la fonction sigmoïde. J'espère que là, vous êtes en train de comprendre ce point, car c'est un point un peu délicat. Regardez, le calcul est déjà... je vous donne la dérivée de la fonction sigmoïde. Et quand toi, tu prends cette fonction 1 sur 1 plus exponentiellement x, et tu dérives cette fonction, et bien qu'est-ce que tu obtiens? Dérivée de la fonction sigmoïde, tu obtiens tout simplement cette fonction. Donc, f' de x, tout simplement, c'est f de x fois 1 moins f de x. Attention, ça c'est propre uniquement à la fonction sigmoïde. C'est-à-dire quand toi tu dérives la fonction sigmoïde, sa dérivée s'écrit comme sigmoïde fois 1 moins sigmoïde. Bon, peut-être afin d'éviter de vous perturber, je vais mettre plutôt, j'écris comme ça, sigmoïde prime de x est égal à sigmoïde x fois 1 moins sigmoïde x. Voilà. R. Allez, on va implémenter la dérivée de la fonction sigmoïde. Donc, sigmoïde dx. Je n'oublie pas d'implémenter le help de cette fonction. This function, c'est-à-dire la documentation de cette fonction. This function computes the derivative of the sigmoid function, la dérivée de la fonction sigmoïde. Et la fonction va me retourner tout simplement, la fonction prend comme argument d'entrée x, tu vois, x, et elle retourne tout simplement sigmoïde x fois 1 moins sigmoïde x. Enfin, la fonction sigmoïde est déjà définie ici. La fonction sigmoïde est déjà définie ici. Voilà. Je vous envoie, attendez, je vous envoie le markdown là. Et
je vous envoie le code de la dérivée. De la dérivée. Très bien. Très bien, là, c'est bon, j'ai la dérivée. On peut, enfin, si vous voulez, hein, on peut représenter cette dérivée, si vous voulez. Allez, au lieu de sigmoïde, je vais représenter cette dérivée. Voilà, ça donne ça. On peut même superposer, hein, on peut même superposer la fonction avec sa dérivée première. Je superpose. Donc, la fonction est en bleu. Voilà. Donc, en bleu, on trouve la fonction. plt.grid. Pourquoi elle ne me fait pas ça? Voilà. Et elle me fait ça. Donc, en bleu, j'ai la fonction sigmoïde. Et en rouge, j'ai sa dérivée. Voilà. C'est-à-dire, si toi, tu veux vraiment voir la fonction sigmoïde et sa dérivée. OK, très bien. Allez, maintenant, on va commencer l'implémentation de notre neurone. Tout d'abord, j'ai besoin des données. Donc, définition des données. Je dois quand même définir ma matrice X. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre matrice X? Je vais choisir tout simplement 3 colonnes et 4 lignes. Alors, MP array. Bien, je vais plutôt définir en fait une liste. Allez, je vais définir tout d'abord, ça c'est une observation. C'est-à-dire, imaginez, j'ai un client qui est défini avec 3 colonnes. Et j'ai 0 sur la première colonne, 0 sur la deuxième colonne et 1 sur la troisième colonne. Le deuxième client est défini par cette colonne. Le troisième client est défini, par cette ligne plutôt. Le quatrième client est défini par cette ligne. Bon, je peux maintenant mettre tout ça dans une liste des listes. Ça, c'est une liste des listes. Je mets ça dans un MP array et j'obtiens un tableau. Donc, voilà en fait notre X. Ou bien nos données d'entraînement. En fait, on va travailler avec un exemple très très simple. OK? Regardez maintenant. Si, peut-être vous avez l'habitude, ou bien moi j'ai l'habitude de vous représenter X comme un data frame. Et bien voilà X tout simplement. Tu fais PD data frame X, tu fais PD data frame X, et tu obtiens, tu vois, 4 lignes, client numéro 1, client numéro 2, client numéro 3, client numéro 4, et 3 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? N'oubliez pas, hein, il s'agit bel et bien d'un apprentissage supervisé. Donc, nous avons besoin de Y. Nous avons besoin d'une sortie. On va travailler tout simplement. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est bon, vous avez compris, je pense. Je minimise un peu l'espace. Définition de la variable cible. Alors, je vais considérer le premier client comme un client 0, puis le deuxième client comme un client 1, le troisième client comme un client 1, le quatrième client comme un client 0. Enfin, je peux faire ça comme ça, 0, 1, 1, 0. Donc, je définis tout d'abord une liste, puis on va travailler avec NumPy. Hein. Pourquoi NumPy? N'oubliez pas, NumPy, c'est un module développé pour accélérer les calculs en Python. NumPy, à l'intérieur du NumPy, on trouve du C, voire du Fortran. Alors, si on veut accélérer nos calculs, on ne travaille pas avec des listes. Les listes, ce sont des structures dynamiques, ok, mais
ces structures possèdent un grand inconvénient. Ces structures, comment dirais-je, ralentissent le calcul. Donc, il faut travailler avec un tableau NumPy. En fait, un tableau NumPy, c'est un tableau à lacet. Espace contigu de mémoire, même type, et espace contigu de mémoire. Et en fait, c'est un objet immuable, non mutable. Alors, ça va assurer un calcul très rapide. Bon, je vous montre Y. Sauf que nous, on ne veut pas avoir Y comme ça. En fait, on veut définir Y comme une matrice, plutôt comme une matrice colonne. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, ou bien, pardon, là, je dois, c'est une astuce, je fais une liste des listes. Donc, regardez-moi Y maintenant. Voilà, c'est mieux. Bon, je répète, si je supprime la transposée, tu vois, j'obtiens Y comme une matrice ligne, horizontale. Moi, je ne veux pas de matrice ligne, car Y doit avoir 4 lignes, une seule colonne. Donc, je viens ici, je calcule la transposée. En fait, j'ai défini tout simplement une liste des listes. Voilà donc notre Y. Allez. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on commence à implémenter notre neurone. Qu'est-ce qu'on trouve dans un neurone? On trouve des poids. Des poids. Allez-y. On va définir les poids. Donc, weights égale. On va définir les poids. En réalité, on va initialiser les poids. Donc, initialisation des poids, d'accord, à l'aide d'un générateur, de nombres aléatoires entre moins 1 et 1. Voilà. Attention, hein. Il faut quand même avoir des poids équilibrés, pas uniquement positifs. C'est-à-dire on commence par générer des poids. Au début, on va générer les valeurs du poids d'une manière aléatoire, entre moins 1 et 1. Donc, je vais utiliser, afin de générer des nombres aléatoires, NumPy dispose du module np.random. Donc, NumPy, c'est un module. Random, c'est un sous-module de NumPy. Et donc, dans random, on trouve une fonction qui s'appelle random. Voilà. La fonction random permet de générer un nombre aléatoire aléatoirement entre 0 et 1. On va tester. Hein. Tu vois? Allez, je teste. Chaque fois, ça me retourne une valeur entre 0 et 1. Je mets 10, je retourne 10 valeurs. Je mets 100, je retourne 100 valeurs. Je mets 1000 valeurs. Maintenant, je veux tracer l'histogramme de ça. Tu vois, on obtient en fait des trucs, un histogramme entre 0 et 1. Il ne faut pas oublier de mettre un point-virgule pour supprimer les sorties indésirables. Après, si je mets 10 000, allez, laissez-moi mettre 100 000 quand même, enfin, j'obtiens la loi uniforme continue. Tu vois? Donc, random ici, la fonction random du sous-module random du module NumPy implémente tout simplement une loi de probabilité. Enfin, c'est la loi uniforme continue entre 0 et 1. Mais notre problème, nous, plutôt, on veut des valeurs, pas entre 0 et 1, mais entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Alors, s'il vous plaît, regardez la formule.
Comment transformer un nombre entre 0 et 1 vers un intervalle A, B. En fait, il suffit tout simplement, voilà, réponse. Une mathématique, elle est simple, elle est vraiment très très simple. Il suffit de faire quoi? Il suffit en fait de faire B moins A et multiplier par le nombre, tu ajoutes A. C'est-à-dire, si toi, tu veux transformer un nombre entre 0 et 1 vers un intervalle AB, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Je fais B moins A fois le nombre plus A, c'est-à-dire plus la borne inf. Et dans notre cas, c'est quoi l'intervalle dans notre cas? Dans notre cas, l'intervalle, c'est quoi? C'est moins 1, 1. Moins 1, 1. Donc, A est égal à moins 1. Et B est égal à 1. Allez, je vous donne la formule alors. B moins A, 1 moins 1, 2, fois le nombre, plus A. A c'est moins 1, moins 1. Voilà la formule. C'est-à-dire, nous, on va prendre ces valeurs, on va multiplier ces valeurs par 2, et puis on va faire moins 1. Les valeurs vont devenir non plus entre 0 et 1, mais entre moins 1 et 1. J'espère que j'étais clair. S'il vous plaît, apprenez cette formule par cœur. Hein. C'est vraiment très utile. Surtout quand vous voulez développer, c'est-à-dire des, comment dirais-je, des générateurs de nombres aléatoires. J'applique la formule, hein. Bêtement, je fais 2 fois mp random.random moins 1. Regardez bien mon histogramme. L'histogramme ici varie entre 0 et 1. Quand j'applique la formule et je trace, l'histogramme devient entre moins 1 et 1. Voilà. Et donc, nous, on va essayer presque cette idée. Enfin, presque, on va essayer cette idée, quoi. Allez, je reviens au poids. Alors, on va... je vais utiliser, hein, je ne vais rien faire, je vais utiliser mp.random.random. Bon, je multiplie par 2 et je fais moins 1. Exactement comme cette formule. Maintenant, il me reste une question. Allez, concentrez-vous. Combien de poids on doit développer? On doit générer. Combien de poids on doit générer? Si moi, par exemple, je te montre X, il y a combien de colonnes dans X? Nous avons 3 colonnes. Donc, on va générer 3 poids. En fait, on a le choix. On peut générer 3 comme on peut générer 4, puisque le 4e poids va être réservé pour le biais. Mais moi, pour l'instant, je travaille tout simplement avec un orange simple. Donc, ici, tu comptes. Il y a combien de colonnes? 1, 2, 3. Boum, tu viens ici et tu vas générer 3 poids. Voilà, c'est bon, là, c'est fait. Nous avons généré 3 poids. Si vous voulez voir le résultat de la génération, il suffit de faire, voilà, print weights et regardez. Nous avons généré 3 valeurs, 3 poids, entre moins 1 et 1. 0,44, 0,22, moins 0,27. C'est clair? Bon, je génère d'autres poids. Je génère d'autres poids. Et ainsi de suite. C'est aléatoire. Hein? En réalité, ce n'est pas aléatoire, c'est pseudo-aléatoire. Mais bon, par abus de langage, laissez-moi dire la génération, enfin, on est en train de générer des nombres aléatoires. Sauf que ces nombres ne sont pas vraiment aléatoires, ce sont des nombres pseudo-aléatoires.
Car de toute manière, à l'intérieur, il existe un autre algorithme qui génère ces valeurs. OK. Et je vous rappelle que n'importe quel langage de programmation contient ses propres générateurs de nombres aléatoires. PHP, JavaScript, C, C++, Fortran, Java. Tous les langages de programmation contiennent des générateurs de nombres aléatoires. Et c'est très utile. Bref, nous avons réussi finalement à générer 3 poids. Allez, on va passer maintenant vraiment aux choses intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une boucle for. Donc, je vais appeler ça itération. Une range, par exemple, 100. C'est-à-dire, on va répéter le calcul 100 fois. D'accord? Allez, je reviens en fait au cours. Le cours dit que, afin d'implémenter un neurone, on a besoin des données, des x. C'est fait. Nous avons nos x. Voilà nos x. Maintenant, nous avons besoin de multiplier ces x avec les poids. C'est-à-dire, on effectue un produit scalaire. Question, comment on fait pour effectuer un produit scalaire en Python? On utilise tout simplement la fonction dot, mp.dot. Voilà, dot product of two arrays. Donc, je vais faire np x, puis je multiplie x par les poids. J'obtiens 4 valeurs. Ces 4 valeurs correspondent à quoi? Correspondent aux 4 clients. N'oubliez pas, x contient 4 lignes, donc 4 clients. Et moi, je multiplie x. C'est une matrice. C'est quoi x? C'est une matrice 4 lignes, 3 colonnes. C'est quoi W? C'est une matrice. Regardez, W, le poids. C'est une matrice, 3 lignes, une seule colonne. Est-ce que j'ai le droit de multiplier x par W? Je pars d'un point de vue algèbre linéaire, oui. 4 lignes, 3 colonnes, fois 3 lignes, une seule colonne, 3, 3. Donc je peux multiplier. Et la preuve est devant vous. Par contre, si j'essaie d'inverser, je multiplie les poids par x, j'obtiens en fait une erreur. Car c'est impossible. D'un point de vue algèbre linéaire, je ne peux pas faire une matrice weight multipliée par x. Par contre, je peux faire x multiplié par les poids, à l'envers. C'est clair? Revenez, si vous voulez, à vos cours d'algèbre linéaire. Bref, donc voilà comment on calcule le produit scalaire. Très bien. Laissez-moi appeler ça produit scalaire, ou bien on va appeler ça peut-être en anglais, enfin allez, en français, produit scalaire, c'est pas grave. Produit scalaire. Donc ça, c'est un produit scalaire. Maintenant, quand on revient au cours, une fois on calcule le produit scalaire, on doit mettre ce produit scalaire dans une fonction d'activation. Donc, notre fonction d'activation est déjà définie, c'est la fonction sigmoïde. Donc, sigmoïde de produit scalaire. Tu vois, tu appliques la fonction sigmoïde sur le produit scalaire. Et tu obtiens en fait une sortie. Allez, ces 2 lignes de code représentent quoi? Tout simplement, j'ai pris x, j'ai pris les poids w, j'ai fait le produit scalaire avec dot, dans le sens correct, hein, x poids, c'est pas poids x, puis j'ai appliqué la fonction d'activation, phi sur le produit scalaire. Dans la fonction d'activation, quand je l'applique, j'obtiens quoi? J'obtiens une sortie. Y chapeau. Comment on fait maintenant pour calculer l'erreur?
Je dois faire Y, chapeau moins Y. Allez-y. J'appelle ça erreur. Je fais Y, chapeau, il est où? C'est sorti. Mais il est où l'autre Y? Nous, on veut comparer Y chapeau, c'est-à-dire la sortie de la fonction d'activation, et Y. Il est où l'autre Y? L'autre Y, il est là. Déjà défini notre Y. C'est bon, nous avons défini notre Y. Voilà, définition de la variable cible. Donc, je viens ici et je mets Y moins sortie. Voilà notre erreur. OK? Maintenant, ça, c'était la partie feed forward. Feed forward. Donc, implémentation de feed forward. Allez, on va maintenant implémenter le back propagation. Implémentation. Pardonnez-moi, on fait des termes anglophones. Le problème que c'est un domaine, même que Ian Locan, il est français, enfin, est développé par plein de scientifiques américains et anglais. Enfin, américains, allemands, anglais, et même des Français qui travaillent aux États-Unis. Donc, il n'y a que des termes anglais. Voilà. Donc, feed forward, feed, نوكلوا الريزوم تاعي النيرون نوكلوا feed forward. Donc, implémentation du back propagation. Back propagation. Après, avec ma prononciation, c'est pas top en anglais. Hein. Back propagation. Allez, pardonnez-moi. Donc, je vais définir ce qu'on appelle un truc update. Hein. L'update, c'est quoi l'update? L'update, c'est l'erreur multipliée par la dérivée de la fonction sigmoïde appliquée sur la sortie. Voilà la formule de l'update. Puis, qu'est-ce que je vais mettre à jour? Update, c'est mettre à jour. Je vais mettre à jour les poids. Donc, les poids, c'est tout simplement les poids plus le produit scalaire. Le produit scalaire entre quoi et quoi? Entre x, transposé de x, et l'update. Voilà. Donc, peut-être dans le cours, après, je dois quand même vous démontrer cette formule mathématiquement et cette formule aussi. Pour l'instant, en fait, déjà, maintenant, je reviens à Abdeslam. Abdeslam, par exemple, dans le cours, nous avons défini cette fonction d'activation. 1/2, y chapeau moins y au carré. D'accord? Alors que, cette fonction coût, c'est une fonction coût. Par contre, ici, dans le code, j'ai tout simplement écrit y moins sortie. Tu vois? Donc, par rapport aux fonctions coût, nous avons vraiment un large choix. Nous avons du choix à faire. Il existe maintenant deux formules que je n'ai pas encore vous montrer les bases mathématiques. C'est la formule de update et comment on met à jour nos poids. Voilà, donc voilà tout simplement un neurone artificiel. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement d'implémenter ces formules. À la fin de calcul, c'est-à-dire de ces 100 étapes, on va à un moment donné avoir des valeurs pour les poids, des valeurs qui vont permettre de dire que le neurone est réglé, est bien réglé, alors on peut appliquer ce neurone pour effectuer un apprentissage. Bon, je vous envoie le code déjà. J'ai oublié de vous envoyer le code. Donc voilà, ça c'est une boucle for. J'exécute. Bon, c'est rapide. Bon, je vais effacer ça, je fais un peu de ménage.
Maintenant, je peux vous montrer les poids. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que les poids ne varient plus entre moins 1 et 1. À t égale à 0, comment j'ai initialisé les poids? Les poids étaient, ou bien avaient des valeurs entre moins 1 et 1. Moins 0,9. Hein, regardez là, enfin, à chaque fois, je génère des valeurs entre moins 1 et 1. OK? Donc, j'utilise mes données X, Y, j'exécute ce code, je fais le calcul, j'obtiens ces poids. Donc, 5,7, moins 0,43, moins 2,55. Bon, je vais augmenter le nombre d'itérations. Donc, je passe à 1000. J'exécute. Je vous montre les poids. Donc, on obtient 10,6, moins 0,41, moins 5,0. C'est-à-dire, à chaque fois, les poids varient. Mais à un moment donné, il faut que ces valeurs se stabilisent. Enfin, pourquoi? Car le neurone, c'est-à-dire, afin de régler le neurone, il faut bien évidemment fixer les valeurs de ces poids. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, maintenant, on va appliquer ce neurone sur des nouvelles données. Et on va voir, est-ce qu'il va effectuer correctement la prédiction ou pas. Alors, par exemple, je prends... Sinon, regardez ce qu'on va faire. Quand je fais BBB pour créer plusieurs cellules, PD data frame, plutôt PD data frame, voilà, data, oui, PD data frame X, virgule PD data frame Y, c'est égal à 1, j'appelle PD concat. Ah, d'accord, ok. Bon, là, je vais mettre une liste. Et là, en fait, je veux... voilà. Donc, ça, c'est... Voilà donc mes données. Bon. Donc, columns. On va dire variable 1. Donc, là, variable 1, variable 2, variable 3 et target, variable cible. Bon. Bon, il y a un petit souci. Bon, bref, laisse tomber. Tiens, on va dire, donc ça, voilà, ça c'est notre data frame. On va prendre par exemple là, ce client, 001. 001. Et je vais utiliser ces poids. C'est-à-dire les poids donnés
Bien évidemment, bien sûr, hein, j'applique, il faut à chaque fois générer des nouveaux poids aléatoirement. Donc, j'efface le print, exécute. Sinon, ça ne va pas marcher. Hein. Voilà. Bon, j'exécute une deuxième fois, je tiens ça, j'exécute troisième fois. OK. B. Donc, j'ai mes poids, hein, 15, moins 0,4, moins 7,2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer ces poids, par exemple, sur ce client. 1, 1, 1, 1. D'accord? Puis on va appliquer une fois la fonction d'activation, on va regarder est-ce qu'on obtient bien 1 ou pas. D'accord? Allez, allez-y, on va faire ça. Donc, je fais sigmoid, np.dot, donc np.array de quoi? De 1, 1, 1. Enfin, je vous montre la structure de cette matrice. Il faut quand même regarder la forme de cette matrice. C'est une ligne et 3 colonnes. D'accord? Donc, j'effectue le produit scalaire avec ses poids, avec ses weights. Hein. Quand même, je dois vérifier la structure de ces weights. Je trouve 3, 1. Voilà. Donc, une ligne, 3 colonnes, 3 lignes, une seule colonne. Oui, j'ai le droit d'effectuer le produit scalaire. Alors, je viens ici, je mets weights. J'exécute. Ah, regardez qu'est-ce que j'obtiens. La vraie valeur de Y, c'est 1. D'accord? Vous êtes d'accord? J'ai pris les 3 colonnes de ce client. 1, 1, 1. J'ai fait le produit scalaire avec les poids, avec ces poids, obtenus après 10 000 itérations. Vous êtes d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Et une fois que j'effectue le produit scalaire, je mets ce produit scalaire à l'intérieur de la fonction sigmoid. J'obtiens 0,999. Je suis proche de 1, plus proche de 1 que de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le neurone a bien fonctionné, il a bien classé ce client. Allez, afin de vérifier, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas l'obligation de me croire. Il faut quand même vérifier. Je vais prendre le 4e client. Au lieu de 0, 1, 1, enfin, au lieu de. Je vais mettre ce client, donc 0, 1, 1, j'exécute. Regardez, j'obtiens 0. Et la vraie valeur de Y, c'est 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que déjà, l'idée de Rosenblatt, depuis les années 50, marche. C'est-à-dire, si je prends des colonnes, des X, des valeurs numériques, je fais un produit scalaire avec des poids, initialisés aléatoirement. J'utilise une fonction d'activation, puis une fonction coût. Je dérive cette fonction coût selon une formule, et puis j'update, je mets à jour mes poids, et bien, je fabrique un neurone qui arrive à faire une classification. En fait, ici, on vient d'implémenter un algorithme de classification. C'est très puissant. Imaginez maintenant l'utilisation d'un grand nombre de neurones. Avec un seul neurone, on arrive quand même à faire cette classification. Avec combien de lignes de code? 5 lignes de code, enfin une boucle for et 5 lignes de code. Maintenant, imaginez si on utilise des milliers de neurones. Et bien, le deep learning, la magie du deep learning, c'est l'utilisation d'un grand nombre de neurones. Par exemple, ici, c'est-à-dire dans le slide numéro 74, on trouve un vrai réseau profond. On trouve une couche d'entrée, une couche de sortie ayant plusieurs valeurs, puis plusieurs couches cachées contenant un grand nombre de neurones. Voilà pourquoi, c'est-à-dire quand on connecte ces neurones correctement, on montre que les résultats
enfin, on montre que ce réseau donne des très bons résultats. Puis, qu'est-ce que je dois vous montrer après? En fait, le cours, il est très illustratif, hein. C'est-à-dire, de toute manière, c'est une introduction qualitative. Le but était de minimiser au maximum les mathématiques. Mais après, si vous voulez, en fait, qu'on fasse un cours de deep learning avec des maths, aucun souci. Je ne sais pas, moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez eu ce code? Mais malheureusement, en fait, on a. Bon, je retourne vers vous. Malheureusement, en fait, on n'a pas eu le temps pour faire de Keras, car quand même, il faut implémenter. Bon, là c'est un exemple illustratif. Un neurone. Après, on peut commencer à jouer, c'est-à-dire, là, on a implémenté un neurone. Après, on peut jouer, on peut implémenter 2 neurones, on peut implémenter 3 neurones, mais je pense que ça ne sert à rien de faire ça, car depuis les années 50, on montre bien qu'un réseau de neurones, un seul neurone, possède des capacités limitées. Donc, il faut quand même passer directement à des vrais réseaux. Et les vrais réseaux, quand on dit de vrais réseaux, on dit TensorFlow, Keras, PyTorch, ainsi de suite. Mais donc, techniquement, là, c'est bon, on a fini. Bon, si vous n'avez pas de questions, bon, j'arrête l'enregistrement.